Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous saviez que les réseaux mobiles en 4G et en 5G sont des cibles de choix pour déstabiliser un État par temps de guerre? Mais pas que, parce que ça marche aussi par temps de paix. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On va parler un petit peu de géopolitique, un petit peu d'économie, un petit peu de technique. Et je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui, ces réseaux, ils peuvent faire l'objet de convoitises pour déstabiliser un État, typiquement un État comme la France, le nôtre. Je vous montre ça tout de suite, on y va, c'est parti. Mais juste avant, générique. Alors, pourquoi les réseaux mobiles en 4G et en 5G sont des cibles de choix pour déstabiliser un État par temps de guerre? Dans cette vidéo, pas de vérité absolue, je vais donc vous proposer uniquement une réflexion personnelle en me basant sur ce que je peux lire sur le sujet, je peux voir, je peux entendre, je peux écouter. On va parler un petit peu de géopolitique, on va parler un tout petit peu de technologie, et donc en mixant un petit peu ces informations, j'ai l'idée de faire cette vidéo là-dessus, parce que je me dis qu'aujourd'hui, on va en parler juste après, mais l'arrivée de réseaux comme le RRF rend tous ces réseaux mobiles vulnérables et surtout peuvent attirer les convoitises d'autres États qui souhaiteraient nous déstabiliser. Alors pourquoi dans ce cadre-là ces réseaux, ça va devenir des cibles de choix, enfin ça va devenir, ou c'est déjà, et ça va encore plus l'être dans les mois et les années à venir. Pourquoi c'est des cibles de choix pour nous déstabiliser, pas que nous, tous ceux qui les emploient. Je vous propose cette réflexion là-dessus, pas de vérité absolue, juste une façon de penser, je vous expose mon point de vue, et à vous de vous faire votre propre opinion en se basant sur ce que je dis et ce que vous pourrez entendre et lire autour de tout ça. Première question à se poser. Finalement, on se dit c'est des cibles de choix pour nous déstabiliser. Comment déstabiliser un État? Pour déstabiliser un État, je vois plusieurs choses. On va premièrement s'attaquer à ses institutions. Deux, on peut s'attaquer à son système diplomatique. La diplomatie, vous savez, ça consiste à dialoguer, à éviter de s'embrouiller et d'utiliser les armes quand on discute entre nations, et c'est quand même la voie de l'apaisement, la voie qui est la plus sage. Mais typiquement, quand on a besoin de le déstabiliser ou qu'on veut le déstabiliser, on s'attaque à son système diplomatique. On va également s'attaquer à son système politique en place. En faisant de l'ingérence, on va s'occuper de nos affaires, on va essayer de pourrir le système, on va faire de la division, on va faire de la désinformation. Les réseaux sociaux, typiquement, sont très connus pour ça. Les algorithmes aujourd'hui des réseaux sociaux peuvent être programmés, calibrés pour diviser les gens entre eux, les monter les uns contre les autres très facilement, sans même avoir besoin de mettre le pied dans le pays. Juste en faisant en sorte que les algorithmes nous montent les uns contre les autres. Et ça, typiquement, c'est s'attaquer au système politique ou au système humain en général et au fonctionnement d'une nation. On peut également s'attaquer à son économie. Je me rappelle, pendant la guerre Russie-Ukraine, on nous avait promis qu'on mettrait à genoux l'économie russe. Voilà, on a voulu s'attaquer à ça. Ça a été un fiasco total, mais bref, on peut s'attaquer à ça, à l'économie en mettant notamment des sanctions. On peut s'attaquer au commandement. Ça revient un petit peu au système politique. Je pense notamment à la tête de l'État, le président de la République, ses ministres. On essaye de déstabiliser tout ça. Et enfin, on va pouvoir s'attaquer également aux infrastructures vitales, eau, gaz, électricité, télécommunications. Voilà, c'est une liste non exhaustive. Et nous, dans le cadre de cette vidéo, on va parler de ça. Quand on a besoin de déstabiliser un État, on a toutes ces possibilités-là. Alors, je ne vais pas toutes mises, il y en a sûrement d'autres. Et nous, on va s'intéresser aux infrastructures vitales et notamment aux télécommunications que nous avons ici. Ensuite, comment on continue donc dans cette logique? Comment on va déstabiliser l'État? Cette fois-ci, on va montrer quelles sont les actions possibles. On va mener des campagnes d'espionnage. C'est pas nouveau, c'est du classique, de l'espionnage industriel, de l'espionnage étatique avec des agents doubles, des infiltrés. Ça existe depuis je ne sais pas si ça existe depuis la nuit des temps, mais en tout cas, on en entend beaucoup parler ces dernières années. C'est un grand classique. On envoie un agent directement qui vient à l'intérieur du système, il est infiltré et il est capable de nous fournir du renseignement.
Autre chose aussi, qui est très d'actualité, on va mener des cyberattaques contre ce pays. Quand on veut déstabiliser une institution, il y a eu des cyberattaques contre les hôpitaux. Tiens, très récemment, il y a Microsoft qui a fait l'objet d'une cyberattaque. Donc toutes les entreprises aujourd'hui peuvent être sujets à des cyberattaques, les États peuvent être sujets à des cyberattaques, et nos réseaux mobiles rentrent également dans ce cadre-là, où ils peuvent être mis à rude épreuve et mis hors d'état de cause, dans certains cas, par des cyberattaques. On va pouvoir mener des campagnes de sabotage. Je pense par exemple ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le gazoduc Nord Stream 1 et 2, les gazoducs qui ont mystérieusement sauté. Il y avait un tuyau au fond de la mer avec du gaz qui arrivait de Russie, boum, ça saute. Voilà, bon, c'est des campagnes de sabotage qui ont été menées par des États. On va faire de l'ingérence. L'ingérence, ça consiste à s'intéresser aux affaires de l'autre, essayer de le gérer à sa place. Souvent, quand on fait de l'ingérence, c'est typiquement qu'on veut pourrir le système. Les Américains sont très très bons là-dedans. Ça consiste à injecter le verre dans la pomme, à pourrir le système de l'intérieur. Ça déstabilise un État. Quand on sent qu'un État commence à être un peu dangereux pour nous, eh ben, on va infiltrer de l'intérieur et on va faire de l'ingérence, on va le pourrir de l'intérieur. Et là, on est tranquille. Ils s'effondrent parce qu'on monte les gens les uns contre les autres. C'est du facteur humain, ça marche très bien et ça permet de garder notre suprématie ou notre domination sur l'État en question. On va également faire du renseignement avec de la surveillance, de la collecte massive de données. Et puis enfin, j'en ai parlé juste avant, mais on va infliger des sanctions financières. Dire, t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça, on va te taxer, on va geler tes actifs. Ça s'est beaucoup fait pendant la guerre Russie-Ukraine où on a dit parce que t'es russe, t'as plus le droit de commercer avec telle entreprise, T'avais des actifs, donc de l'or, des biens, des actions, de l'argent détenu sur un compte en banque dans une banque. On te dit, t'es russe, t'as plus le droit d'y toucher. Voilà, typiquement des sanctions à ce niveau-là aussi. Je dis pas que c'est bien, pas bien, hein, c'est plutôt même totalement injuste, mais ce sont des techniques de déstabilisation des États. Maintenant, question, pourquoi déstabiliser un État? C'est quoi l'objectif? J'en ai un tout petit peu parlé. Eh ben, moi je vois plusieurs choses. C'est une liste non exhaustive, mais déjà, pour mieux le contrôler. À un moment donné, si vous voulez avoir la puissance, le dominer, pour mieux le contrôler ou pour mieux le dominer, il vaut mieux être au-dessus de lui. Donc on le déstabilise. Pour le piller, ça s'est vu, c'est pas nouveau. Guerre pour les ressources, guerre pour l'énergie, guerre pour le pétrole. Les ressources, je pense à tout ce qui est métaux rares, le lithium, l'or, tous les métaux précieux qu'on peut trouver. Aujourd'hui, ça vaut de l'argent. Il y a des enjeux économiques derrière tout ça. Si un pays en dispose, on a plutôt intérêt soit à venir le dominer, soit à venir le manipuler, soit à venir user de tactiques humaines comme on sait bien faire pour pouvoir se servir chez lui et en profiter. Également, on déstabilise un État par ego. Et moi, je vois notamment le manque de sagesse. En ce moment, je ne sais pas si vous regardez un peu l'actualité, je sens un gros manque de sagesse de la part de tous nos dirigeants, de tous les pays. Que ce soit le camp des Occidentaux, le camp du bien, comme on aime bien nous dire, ou les autres camps, qui ne sont pas occidentaux, qui sont nos ennemis, qui sont différents, donc qui sont par définition le camp du mal. Il y a un manque de sagesse clair, net et précis, où on ne fait plus usage de diplomatie, ou moins qu'avant, où la diplomatie est mise en échec, et où généralement, quand la voie de la diplomatie est mise en échec, on emploie la voie des armes. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. On va parler juste après des conflits, des zones de conflit, des poudrières qu'il y a autour du globe, et on voit très clairement que il y a de l'ego humain là-dedans, et qu'il y a un manque de sagesse. Et enfin, pourquoi déstabiliser un État? Si je peux me permettre une réflexion politiquement incorrecte, pour la lui mettre bien profond. Clairement, à un moment donné, c'est aussi des guerres de... vous m'avez compris. Je ne peux pas dire le mot, je suis sur YouTube, je vais me faire censurer. Mais l'objectif, c'est de la mettre bien profond à l'autre pour le dominer. Alors maintenant, revenons un petit peu au sujet des réseaux 4G, 5G. Pourquoi est-ce que ces réseaux 4G, 5G, ils sont au cœur des préoccupations des États? Du moins en France, mais pas que. En France et dans tous les autres pays qui vont adopter des solutions étatiques qui vont s'appuyer sur ces réseaux d'État, sur ces réseaux privés, ces réseaux 4G, 5G. Eh bien, à cause de l'arrivée du RRF, le réseau radio du futur. Pas que quand je dis RRF, ça c'est pour la France. Il y en a d'autres autour de nous, en Europe, aux États-Unis, qui commencent à se pencher sur la question pour avoir leur propre réseau d'État qui s'appuie sur des technologies 4G, 5G. Et dans ce cadre-là, ces réseaux sont hyper importants. Donc l'arrivée du RRF ou les équivalents
pour les autres pays, rebat les cartes. Ça rebat complètement les cartes. Avant, les États, ils avaient des réseaux propriétaires souverains, Tetra, Tétrapol ou autres. Moi, j'ai connu principalement l'Europe, c'était du Tétra ou du Tétrapol. Aujourd'hui, les États, comme la France avec le RRF, vont s'appuyer sur des réseaux mobiles 4G, 5G. Donc ces États, ils vont désormais s'appuyer sur des opérateurs privés pour véhiculer leur communication critique. Donc ça change complètement la donne. Avant, c'était leur réseau, ils administraient eux-mêmes leur réseau, ils travaillaient avec quelques grosses entreprises de la défense pour leur fournir les infrastructures. Maintenant, ils vont s'appuyer sur des réseaux d'opérateurs privés, donc j'ai envie de dire publics, même si les sociétés sont privées officiellement, et ils ne sont plus du tout propriétaires de leur infrastructure. Donc il y a une perte de souveraineté ou un transfert de souveraineté qui à la base était du ressort de l'État, de toutes les autorités régaliennes. Désormais, on le transfère vers des opérateurs privés, vers des entreprises issues du privé. Alors, privé, il y a des considérations politiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est presque du public. Enfin, voilà, il y a des relations assez étroitement liées avec le système politique public, même si c'est des entreprises privées. Mais bon, bref, ça n'empêche qu'il y a ce transfert de souveraineté. Donc ces opérateurs télécoms, ils vont devenir des OIV, des opérateurs d'importance vitale, comme le gaz, l'eau, l'électricité. La SNCF, pour les transports en commun, est également un opérateur d'importance vitale. Il y a plusieurs opérateurs comme ça. On a besoin d'eux pour faire tourner le pays. Donc désormais, c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années, les opérateurs Internet, les opérateurs télécoms, qui fournissent à la fois les communications mobiles, mais les communications fixes avec de l'Internet, sont des opérateurs d'importance vitale. Et ces OIV, ils peuvent faire l'objet de convoitises. Quand à un moment donné, il y a un transfert de souveraineté d'un réseau régalien pour des communications critiques du public, d'une autorité étatique, gérée par les autorités étatiques, vers un opérateur et des entreprises privées, tout ça, ça fait l'objet de convoitises. Donc, clairement, qu'est-ce qui peut se passer ? Ces OIV, ils vont faire l'objet de renseignements, c'est sans doute déjà le cas, d'espionnage en tout genre, que ce soit de l'espionnage technologique, de l'espionnage industriel. Moi, je vois, c'est typiquement le métier que j'exerce. Pour ceux qui me suivent, je travaille à mon compte dans l'électronique, dans l'informatique, et quand je rentre chez un client, ça peut être hyper dangereux si j'étais malveillant, puisque les clients, ils vont me dérouler sur un plateau tous leurs secrets industriels. Moi, j'ai eu plusieurs clients à qui j'ai bossé, ils me filent tous leurs codes sources, les schémas électroniques, les brevets, et j'ai accès absolument à tout. Et si j'étais malveillant, je pourrais faire ce que je veux. Donc ça peut être très dangereux. Donc ça va faire l'objet, ça fait sans doute déjà l'objet de convoitises, d'espionnage, de renseignements, de gens qui viennent voler les codes sources, voler les secrets industriels, voler les schémas électroniques, voler les techniques employées, les protections qu'on va mettre en place, puisqu'il va également y avoir des cyberattaques. On va essayer de couper ces réseaux, on va essayer de les brouiller d'une façon ou d'une autre. Alors, pas forcément directement, mais à un moment donné, quand vous transportez des données étatiques, tout de suite, on va s'intéresser à vous. Il va y avoir de la collecte de données, de la collecte massive. La NSA est spécialisée là-dedans. Merci à Edward Snowden d'ailleurs d'avoir dénoncé ça. Et merci pour le courage qu'il a eu d'oser dire qu'il y avait les États-Unis nous espionnaient et faisaient de la collecte massive de données sur nous. On peut également avoir des actes de malveillance, des actes de sabotage. Hop, j'arrive pas à tracer en dessous. Voilà. Hop, ça s'est tracé en blanc, c'est pas grave. Hop, je remets en rouge. Voilà, acte de malveillance, acte de sabotage sur ces réseaux. Donc, tous ces réseaux vont faire l'objet de convoitises. On va regarder qu'est-ce qui s'y passe, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils transportent. Et donc, à tous les échelons, que ce soit tant sur le plan technologique qu'humain, ces réseaux, ils vont être observés par tout un tas de personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien et qui bosseront sûrement pour des États tierces et des États qui ne partagent pas forcément les mêmes intérêts que nous, évidemment pour faire du transfert de renseignements. Alors maintenant, à titre personnel, je suis un peu inquiet pour l'avenir et je vais vous détailler pourquoi. Vous allez dire, pourquoi tu es inquiet, c'est quoi le rapport avec les réseaux ? Regardez un petit peu ce qui se passe. Quelques brèves coupures de presse. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 20 janvier 2024. Nous sommes donc au 3e, donc ça fait 3 semaines que janvier a commencé, que l'année 2024 a commencé. Et quand on cherche un petit peu l'actualité, qu'est-ce qu'on voit ? Tiens, conflit en Israël, quel risque d'embrasement au Moyen-Orient ?
je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, ça pète un petit peu autour du Moyen-Orient, dans la zone Moyen-Orient périphérique. On a des tirs entre le Pakistan et l'Iran. Hein, ils s'échangent, c'est plus de la voie diplomatique. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, quand la voie diplomatique est mise en échec, on prend la voie des armes, clairement, ils s'échangent des bombes. On a la guerre en Ukraine, bon, ça fait 2 ans que ça dure, hein. On est quand même jour 696 aujourd'hui, on est quasiment à 2 ans de guerre, à 1 mois près on est à 2 ans de guerre, donc c'est un conflit qui dure, qui s'enlise un petit peu. Là encore, on n'a pas usé de la voie diplomatique pour se sortir de là. Directement, on est monté au créneau et on a montré qu'il y avait la plus grosse. Résultat des courses, on se tire dessus. L'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre. Hein, tout ça, évidemment, sur un territoire qui n'est pas le nôtre, sur l'Ukraine. Encore une fois, je constate, hein, ce sont des faits, je ne prends pas position ni pour l'un ni pour l'autre, je constate. Je ne suis absolument pas un expert géopolitique, mais quand je regarde l'actualité, je me dis, ce qui se passe, ça pue un peu. Mer Rouge, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des Yémen, il y a des Houthis qui tirent sur des navires, qu'on voit là encore une fois des drones. On voit la Corée du Nord qui nous dit, Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, le dictateur, qui nous dit « Je n'ai pas l'intention d'éviter une guerre ». Mais enfin, à quoi joue Kim Jong-un? Vous pouvez regarder, il y a où actualité, vous cherchez, je vous mets tous les liens dans la description, en description, pardon. Donc tout ça me laisse dire que, tout ça m'inquiète. Moi, quand je regarde un petit peu l'actualité mondiale, clairement, ça m'inquiète parce que je vois un manque de sagesse et je vois qu'on s'enfonce petit à petit dans les conflits. Si on résume en gros les conflits, je n'ai pas tout détaillé, c'est une liste non exhaustive. On a un conflit Russie-Ukraine, ça dure depuis 2 ans maintenant, des conflits multiples autour du Moyen-Orient, impliquant de nombreux États, Israël, Palestine, c'est pas nouveau, Gaza, Liban, Yémen, Iran, Pakistan, Irak, Syrie, les USA. Alors les USA, ils sont pas au Moyen-Orient, mais je sais pas si vous avez suivi, ils ont envoyé leur porte-avions, ils sont sur zone. Donc ils sont impliqués dans le conflit, plusieurs pays de l'OTAN, bref, j'ai pas mis tous les pays, mais vous me comprenez. On a la zone du Moyen-Orient en ce moment qui est une vraie poudrière. On a la Corée du Nord qui s'amuse à tirer des missiles balistiques. Hein, également des coupures de presse que vous pourrez trouver sous la vidéo. On a les attaques en mer Rouge qui sont menées par les Houthis. Ça a un lien avec le Moyen-Orient et toute la zone périphérique autour. On a une Union européenne qui est affaiblie aujourd'hui. Quand on regarde l'Union européenne qui était forte il y a encore quelques années, aujourd'hui on a une monnaie qui vaut plus rien, on a une inflation galopante, on a du mal à avoir une vraie union, une vraie entente autour des États. Alors, on a une dette, nous en France, 3 000 milliards d'euros de dette qu'il faudra rembourser, je ne sais pas comment, qui paraît complètement remboursable, ce qui fait qu'on est complètement affaibli aujourd'hui. Politiquement, diplomatiquement, militairement parlant, on est affaibli. Donc tout ça aussi donne lieu à des fronts multiples que les armées occidentales, le camp du bien, le fameux camp du bien dont on fait partie, ont du mal à tenir. On a la Chine, le Qatar qui joue un double jeu. Je n'entre pas dans les détails. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je me contente d'observer et je parle des faits. Et surtout, on a une diplomatie en échec et un risque d'embrasement, là, clairement, généralisé. Et ça, c'est peut-être le plus grave, parce qu'on voit que c'est une poudrière et il suffit qu'il y ait une mouche qui pète et tout explose. Ça peut exploser et dégénérer en conflit mondial. La fameuse Troisième Guerre mondiale, que je ne souhaite pas, hein, mais aujourd'hui, ça sent quand même pas très bon. Également, ce que je voulais dire, quand la diplomatie ne peut plus avancer, alors la paix recule et la guerre avance. Quand la diplomatie ne peut plus avancer, alors la paix recule et la guerre avance. Aujourd'hui, la diplomatie est mise en échec, et quand la voie diplomatique est mise en échec, alors on emprunte la voie des armes. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec cette espèce de guerre et cet emploi des armes qui avance petit à petit autour du monde. Donc pour moi, nous allons vers des temps difficiles. Je le dis, je le sens pas. Hein, pour moi, l'avenir va être compliqué. C'est un temps, on va y passer, hein, et puis on va en sortir. Mais historiquement, il y a toujours eu des guerres. Elles changent de forme, mais historiquement, il y en a toujours eu. Des temps de guerre, des temps de paix, des temps de guerre, des temps de paix. Et ça tourne comme ça. Et là, on a eu des temps de paix. A priori, ce qui nous arrive devant, ce sera des temps de guerre. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps prospères. Les temps prospères créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Donc là, on a eu les temps prospères avec les temps glorieuses.
C'était des temps difficiles, sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nos temps prospèrent parce qu'on est des hommes forts. Tout ça, ça a donné lieu à des temps prospères, donc des hommes faibles. Et aujourd'hui, on a des hommes faibles qui nous dirigent, donc des hommes faibles donnent lieu à des temps difficiles. Et ce qui nous attend devant nous, c'est des temps difficiles. Et les prochaines générations vont avoir des temps difficiles, les jeunes générations vont avoir des temps difficiles. Et ça va créer des hommes forts qui connaîtront les enjeux de la paix et qui vont nous sortir de là. C'est con, mais c'est comme ça que ça marche, c'est l'histoire. Voilà, l'histoire se répète sans cesse et change simplement de forme. Alors maintenant, je reviens sur les réseaux mobiles. Comment préserver nos réseaux mobiles en ces temps incertains ? Encore une fois, ce sont des suggestions personnelles. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est non exhaustif, c'est à creuser. Mais si vous êtes dirigeant, si vous travaillez dans les réseaux mobiles, si vous travaillez dans des bureaux directement à côté du pouvoir au sein des États, dans des organisations régaliennes, n'hésitez pas à vous inspirer de ces suggestions personnelles. C'est offert, c'est gratos, et si ça peut nous éviter des temps trop difficiles, c'est toujours bien. Alors, comment on préserve ces réseaux ? Eh bien déjà, bien anticiper tous les enjeux et les risques potentiels autour de ces réseaux mobiles, évidemment, mais pas que les réseaux Internet. On anticipe. Ce que je fais dans cette vidéo, j'anticipe un petit peu. Attention, ça va être utilisé pour supporter des communications critiques, mais pas que. On s'en sert au quotidien. Moi, je m'en sers tous les jours. Les réseaux Internet, j'en ai besoin. Sans réseau Internet, c'est simple, je ne travaille pas. Bon, je n'ai pas de business. Sans Internet et sans mobile, pas de business pour moi. Et on est nombreux dans ce cas-là. Et je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle uniquement de mon business. Moi, je fais du codage, je bosse beaucoup en ligne, je bosse beaucoup en télétravail, et sans Internet, je ne peux pas bosser. C'est aussi simple que ça. Et on est nombreux à être dépendants de ces réseaux. Attention également aux facteurs humains. Je pense en particulier à tout ce qui est recrutement dans des postes à responsabilité. Les postes à responsabilité soit au sein des États, soit au sein des opérateurs. Les États, ils ont l'habitude, quand il y a des postes un peu critiques, quand ça touche à la défense nationale, ce qui va être le cas pour le RRF, on ne met pas n'importe qui. On fait des études, on surveille les gars, on met du contre-espionnage pour être sûr qu'on n'ait pas embauché des espions. L'objectif étant évidemment d'éviter les fuites de données. Maintenant, chez les opérateurs téléphoniques, vu que ce ne sont pas des organisations régaliennes, mais des organisations privées, attention à qui on met. Attention à qui on fait rentrer, encore une fois, pas faire rentrer soit un ver dans la pomme, soit un espion. Et ça, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les opérateurs, ils aient pris... Alors, je ne sais pas s'ils ont pris la mesure de tous ces enjeux, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent véritablement des études sur qui rentre, ou du moins des recherches, des accréditations, des niveaux confidentiels, secret défense. Je suis pas sûr qu'il y en ait chez les opérateurs. Pas sûr. Je dis bien pas sûr. J'en sais pas grand chose, mais pour bosser avec des opérateurs privés, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a. Mais donc, attention au recrutement au poste à responsabilité. Également, attention aux informations confidentielles. Il est très probable aujourd'hui que chez Orange qui va héberger le RRF, il y ait des gens qui détiennent des informations confidentielles sur le fonctionnement du RRF, des informations avancées. Aujourd'hui, on trouve très très peu d'informations sur le net, ils sont très discrets là-dessus, ils ont raison d'un certain point de vue, puisqu'il y a la défense nationale, mais il y a sûrement des gens au sein de l'État qui ont accès, ça c'est sûr, mais au sein des opérateurs qui ont accès à des données. Par où transitent les données, dans quel data center elles sont stockées, quels sont les mécanismes de chiffrement utilisés, peut-être les clés utilisées, quels sont les métadatas qui vont accompagner toutes les communications, quels sont les groupes d'appels. Il y a sûrement des gens qui sont capables de déterminer, qui ont accès à un certain nombre d'informations là-dessus, et qui sont chez des opérateurs privés, et qui sont peut-être pas habilités secret défense, qui sont peut-être pas sous NDA. Et là, ça peut être dangereux parce que ces gens-là, s'ils se font manipuler par autrui, ou s'il y a des gens qui rentrent, des gens malveillants qui se feraient embaucher à leur place, ça peut être problématique pour notre souveraineté régalienne. Également, attention aux facteurs techniques. Bon, ça, c'est du classique. L'emploi de technologies sans backdoor. Bon, je dis ça, mais en fait, des backdoors, j'ai l'impression que plus j'avance dans le milieu électronique et plus j'en vois partout.
Exemple, Huawei. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Huawei qui avait été soupçonné de mettre des backdoors dans ses équipements 4G, 5G. Alors on accuse Huawei. En attendant, il y a Cisco qui a fait l'objet également de soupçons. Je ne serais pas surpris que des backdoors, il y en ait absolument partout. Que le moindre équipement, le moindre routeur qu'on vous fournit, le moindre équipement de communication soit équipé de backdoors. Sauf s'il est open source. Sauf dans ce cas-là. Open source audité, bien sûr. Donc bon, c'est évident, mais attention aux technologies qu'on emploie. On n'emploie pas n'importe quelle technologie. Si c'est une puissance ennemie qui veut nous espionner, c'est sûr qu'elle aurait intérêt à nous vendre ces technologies pour être sûr de pouvoir nous espionner depuis chez elle, tranquille, depuis leur canapé, sans bouger. Attention aux protections qu'on va mettre autour de ces technologies. Je pense à l'accès aux données, chiffrement, les bases de données. Bon, ça c'est du classique, c'est de la sécurité informatique. Je pense attention aux cyberattaques, savoir s'en prémunir. Les cyberattaques, on ne va pas les éviter, mais on peut à un moment donné mettre des barrières, faire en sorte qu'elles ne nous touchent pas. Penser la résilience de ces réseaux. Qu'est-ce que je fais si je subis une cyberattaque, si je subis une panne, si je subis une coupure à distance? Est-ce que je suis résilient? Est-ce que ça coupe qu'une partie du réseau et que le reste continue de fonctionner? Comment ça se passe? Tout ça, on pense résilience. Et on pense également failles potentielles. Où sont les failles dans mon réseau? C'est important de les identifier, oser les identifier. Et comment je les corrige? Ou si je ne sais pas les corriger parce que je n'ai pas le choix, comment je minimise l'impact et la surface d'attaque vis-à-vis de ces failles? Et qui est au courant de ces failles également? On en revient à ce que je disais là, le facteur humain, ici. Qui est au courant de ces failles? C'est mieux s'il y a des failles de ne pas en parler. Je pense par exemple aux failles qu'il y a eu sur les réseaux Tetra, le fameux algorithme Tetra TEA1, Tetra Encryption Algorithm 1, parce qu'il y en a 4, c'était le premier, qui avait une réduction de la clé sur 32 bits. C'était une vraie faille, une vraie backdoor. Bon, c'était volontaire, mais le secret était gardé pendant des années, avant qu'il soit sorti publiquement. C'est mieux dans ces cas-là, s'il y a des failles et que vous les connaissez, de ne pas les ébruiter. Sinon, votre réseau il est clairement plus facilement sujet aux attaques, à tout type d'attaque. Voilà, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? En gros, pour résumer ce que je viens de dire, l'emploi des réseaux mobiles 4G, 5G pour des usages de type RRF attise les convoitises des autres nations, surtout quand nos intérêts sont différents. Très important, quand nos intérêts sont différents, forcément, les autres ils viennent voir ce qu'on fait, mais pas que. C'est pas parce qu'ils sont différents qu'on est plus intéressé. Je pense aux Américains qui observent tout le monde, même si c'est officiellement nos alliés. Ils nous observent, ils copient, ils captent et ils font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer un maximum d'informations sur nous, même si officiellement c'est nos alliés. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de ces réseaux à de nombreux niveaux. Pensons à bien les protéger pour bien protéger notre souveraineté. Aujourd'hui, c'est ce que je disais. Moi, j'en suis dépendant à mon niveau. Je suis dépendant des réseaux de communication pour pouvoir travailler. Les terminaux de paiement, ils en sont dépendants. Les banques en sont dépendants. Tous les organismes, les hôpitaux sont dépendants des systèmes informatiques. Aujourd'hui, plus de système informatique, ça sera compliqué de vous soigner. C'est con. Vous voyez, donc on est complètement dépendant de tous ces réseaux Internet, fixes et mobiles, à de nombreux niveaux. Donc c'est important de penser à bien les protéger, je pense que c'est déjà bien le cas, et également de bien penser à protéger notre souveraineté française, notre souveraineté industrielle, notre souveraineté privée, si on est soucieux de notre vie privée, si on est soucieux de nos données, je pense à toutes les PME qui ont des secrets industriels, qui ont des données importantes, c'est important qu'elles protègent leur souveraineté dans ce cadre-là, pour éviter de se retrouver exposées. Et enfin, par rapport à mon inquiétude de tout à l'heure, nous avons connu l'usage des réseaux par temps de paix. Quid de leur usage par temps de guerre? Je ne sais pas ce qui va se passer, ça sent pas très bon. La diplomatie recule, la guerre avance à bas bruit, et clairement, on peut se retrouver avec un embrasement généralisé, un conflit mondial. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas si ça aura lieu, ou si au contraire, on va apprendre à s'apaiser. Mais quid de l'usage de toutes ces technologies par temps de guerre? On a vu que ça marche très bien par temps de paix, or petite panne habituelle, les défauts qu'on connaît. Quid de leur usage par temps de guerre? Parce que clairement, ce sera utilisé contre nous. Et on pourra avoir des sabotages, des cyberattaques, de la malveillance, du brouillage, tout ce qui peut mettre hors d'état de nuire un État, ce sera utilisé contre nous. Et toutes les failles qui seront connues à ce moment-là, elles seront utilisées, elles seront exploitées pour les mettre hors d'usage et finalement nous asservir et nous rabaisser. Donc, quid de ces usages par temps de guerre?
Je ne sais pas, je pose la question. Donc la question est totalement ouverte, je n'y apporte pas de réponse. Simplement, je vous invite au travers de cette vidéo à une réflexion autour de tout ce que je viens de dire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la partager également à tous les dirigeants, à tous les gens qui ont des postes à responsabilité chez les opérateurs mobiles, mais également dans au sein des autorités régaliennes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui regardent cette chaîne. J'espère qu'elle pourra vous inspirer et qu'elle ouvrira votre esprit à une réflexion. Encore une fois, pas de vérité absolue, juste des suggestions personnelles basées sur ce que je vois, ce que j'entends. Et puis, écoutez, espérons que ça se passe bien, espérons que l'avenir ne sera pas aussi noir que ce que je ressens, ce qui me fait peur, et espérons que ça va s'apaiser et qu'on va se retrouver en temps de paix et que ces réseaux ils vont très bien fonctionner. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous saurez à quoi vous attendre si jamais ça venait à dégénérer et que ces réseaux étaient mis hors d'état de nuire pour déstabiliser la France ou les États tierces si vous faites partie d'un autre pays qui n'est pas la France. Allez, merci à tous et à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.